Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir c'est jeudi anthropologie, donc nous recevrons notre expert des humanités classiques africaines Nusere Kalala Omotunde. Ce sera après la pub de 19h, donc pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le jeudi 26 novembre 2020 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur cette nouvelle bavure policière à Paris à l'heure où le gouvernement fait passer une loi qui interdit de filmer les policiers et gendarmes. Puis nous parlerons du lancement de la campagne de collecte nationale de la Banque alimentaire de Guadeloupe, une collecte dématérialisée en raison du Covid. Et en fin d'édition, nous célébrerons l'anniversaire de l'inscription du Gros Cas au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et sans tarder, on part sur le front social avec la mobilisation des agents de la Caisse générale de sécurité sociale à Dotémar. Regardez. Les collègues qui ont trouvé dans une situation que la Caisse, en fin de compte, pas prend en compte relogement à eux. Donc, ils ont fait un droit de retrait qui a fait qu'ils ont un danger grave et imminent, qui d'ailleurs, semaine dernière, l'employeur là vient pas admettre qu'ils ont effectivement un danger grave et imminent. Et ils ont un danger grave et imminent parce que ça a fait un certain temps que la Caisse, en gros, qui a fermé les accueils, qui a trouvé qualité de service livré aux assurés, en fin de compte, pas de bonne qualité. D'accord? Donc là, les collègues viennent mobiliser là pour faire comprendre la direction. J'attends pour tout le temps ça changer. J'attends pour prendre en considération ça qu'ils ont commandé. Il n'y a pas des simples chiffres des mouns, en fin de compte, ils ont déplacé sans demander véritablement quand ils voulaient. Et jusqu'à présent, on veut dire ces collègues-là qui ont trouvé, pour moi, ils sont gentils, ils ne pas mettre pont des ordres là, ils sont là simplement pour faire remonter non seulement à la population, mais aussi à la direction que faut situation pardon, prend en compte différemment. Parce que nous sommes des partenaires sociaux à la base, nous sommes toujours capables de parler avec tout le monde. D'accord? Simplement, nous avons constaté qu'entre les mots et les actions, c'est deux bulletins différents. Donc, nous avons souhaité simplement que les gens dit et acté des bulletins, que nous avons simplement agi en même sens là. Nous nous posons vraiment dans l'opposition, nous toujours qu'à travailler avec tout le monde. Donc nous avons un problème avec la politique d'accueil de la Caisse de sécurité sociale concernant la Guadeloupe. Et c'est ça nous veut que réellement ils positionné, que ils dit clairement les choses et que la situation a montré que les accueils, en tout cas en Guadeloupe, plus des accueils de proximité. Et dans le même temps, les professionnels du transport de personnes à mobilité réduite étaient en réunion avec la direction de la sécurité sociale et la CNAM pour négocier la convention collective et la tarification selon le type de véhicule, de quoi légitimer leur profession une bonne fois pour toutes. Regardez. Vous savez, la satisfaction ne viendra que lorsque nous aurons gain de cause. Tant que les choses ne seront pas actées, on ne pourra pas être satisfait. On ne peut pas se contenter de promesses. Voilà. Donc, on peut tout de même dire que la réunion d'aujourd'hui s'est tout de même bien passée. On aurait aimé qu'il y ait d'autres politiques, comme la région, le département. Bon, ce n'est pas bien grave. Il y avait M. Servat. Je sais que les sénateurs et les députés sont informés de la situation et nous soutiennent. Simplement, aujourd'hui, on a pu échanger avec des partenaires, les personnes importantes dans ce dossier. Vous avez pu voir que la sécurité sociale était représentée. On a pu voir aussi que la CNAM était représentée. C'est très important parce que c'est avec eux qu'on doit discuter. Nos avocats étaient présents et donc on a pu avancer sur l'aspect politique et aussi sur l'aspect conventionnel. Donc une autre réunion est programmée le 14 décembre et on espère qu'on pourra avancer pas à pas vers quelque chose de fort et quelque chose de fiable. Et je veux rassurer les professionnels, je veux rassurer les personnes qu'on transporte et leur dire qu'on ne va pas se laisser faire, que les choses vont se faire correctement et qu'on va subsister. Moi non, sincèrement c'est la façade. On va dire 32%. Pourquoi? Il n'y a pas assez de vérité. La CNAM déjà, elle n'est pas présente déjà. Ensuite, les gens parlent de démarrer quelque chose sans parler de la convention actuelle. Ça veut dire qu'on démarre à zéro. Ce n'est pas normal.
Et ensuite, il ne parle même pas de la grille tarifaire. Nous avons deux types de véhicules, berline et la voiture ménager. Il faut parler de tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose, il tourne autour du pot, il y a quelque chose qui blesse, il y a quelque chose qui dérange, il n'ose pas le dire. Si soit c'est une personne, soit c'est la convention, soit c'est les autres professions qui ont demandé ça, je ne sais pas. Mais il faudrait qu'il parle honnêtement, parce que nous, le TPMR, on ne lâchera rien du tout. À peine voté, l'article 24 de la loi de sécurité globale montre déjà ses faiblesses. Vous avez interdiction de filmer et diffuser des images de policiers, gendarmes sous peine de poursuite judiciaire. Une disposition vivement critiquée par le défenseur des droits, Amnesty International, les magistrats et journalistes qui soulignent l'importance de ce type de preuves. Et l'avenir leur aura donné raison assez rapidement puisque le média digital Loopsider a réalisé un reportage sur Michel, un producteur de musique violemment passé à tabac par un groupe de policiers samedi dernier, et ce sans raison. Regardez. Avant d'entendre un mot, j'ai senti des mains qui me poussaient ou me tiraient, je ne sais plus trop. Et puis là, ils me demandent de sortir. Je leur dis, je suis chez moi. Ils sont directs, assez virulents. Et moi, à ce moment-là, j'ai peur. Là. Je me demande ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des gens qui passent, j'essaie d'interpeller tout le monde. À l'aide, je crie à l'aide, qu'est-ce qui se passe? Franchement, ça va tellement vite. Je me demande même si c'est des vrais policiers à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est des vrais policiers. Celui qui m'attrape derrière, il est en civil. Il est virulent tout de suite. Là, il ferme la porte. Il me tabasse, voilà, il me tabasse là. Vu la violence et puis tous les coups que je me prenais, je me dis, si je tombe par terre, je vais rester par terre et je ne vais pas me relever. Je ne voulais pas avoir de gestes virulents qui allaient jouer contre moi par la suite. C'est-à-dire que j'étais complètement conscient de ça. Complètement, tout le temps là. Il ne fallait pas que je lève les mains, que je fasse quelque chose qui pourrait s'apparenter à être quelque chose de violent. Et voilà, quand je lui parle, j'essaie de lui expliquer. Et là, il me dit quoi? Sale nègre, ta gueule, on va te défoncer, sors ou on va rentrer, sors ou on va rentrer. Et moi, surtout, j'ai pas envie de sortir avec les policiers qui sont venus m'agresser. Et là, on m'envoie une grenade qu'on envoie pour les manifestants, en fait, qui doit être envoyée dehors, normalement. On est à l'intérieur, tout est fermé. À ce moment-là, moi, j'ai peur. Je me dis, eh ben, c'est mon dernier jour, peut-être aujourd'hui. Voilà ce que je me dis. C'est mon dernier jour, je ne sais pas pourquoi. Moi, quand je me penche, je vois qu'on me braque, je vois qu'on me pointe un truc sur moi, qu'on se cache en même temps. Donc ça veut dire que s'ils se cachent alors qu'ils sont armés, ça veut dire qu'ils pensent que je suis armé moi. J'ai mon téléphone dans mes mains, je le montre comme ça devant. C'est mon téléphone qui est dans les mains. Voilà, c'est là qu'ils m'ont sorti et je m'en prends plein. Franchement, honnêtement, je m'en prends plein en fait là. À ce moment-là, je me prends des coups de tous les côtés. Je leur dis j'ai rien fait, c'est bon, au sol, oui, au sol. Sans ces images-là, moi, je suis en prison aujourd'hui. Je suis en prison et mes proches, mes amis, ma famille, les gens que j'aime, auraient pensé que comme le disent les policiers dans leur déclaration, que j'ai voulu prendre leur arme, que je leur ai mis des coups. Au final, qu'est-ce qu'ils me voulaient? Ils voulaient me contrôler. Il fallait me dire contrôle d'identité. J'ai des amis policiers, moi. Des amis que j'estime et que j'apprécie beaucoup. C'est pas des gens comme ça. Même, je me refuse de croire que des policiers peuvent être d'accord avec des gens comme ça, en fait. Vous aurez compris pourquoi certains souhaitent la disparition de ce type d'image. Et maintenant, retour sur la séance de travail entre le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et la municipalité moulienne autour des grands dossiers de la ville. Et visiblement, tout s'est bien passé. Le reportage. Une séance de travail que nous faisons peut-être tous les trimestres ou chaque semestre. Et le sous-préfet, il est nouveau dans notre département, c'était tout à fait légitime.
Il m'a déjà rendu une visite de courtoisie et aujourd'hui, avec mes fonctionnaires et mon premier adjoint, nous avons fait une réunion de travail. On est au service des élus, au service de la population, et donc voir leurs préoccupations, leurs projets et les aider à les réaliser dans les meilleures conditions possibles. Nous avons parlé de nos dossiers qui sont en instance. Voilà. Mais logiquement, c'est une réunion qui s'est très bien passée, comme d'habitude. Très bon, elle a été constructive, on est resté dans le détail des dossiers, hein, vraiment très technique. Le but étant de faire avancer avec des calendriers, des plans de financement et un suivi de l'ensemble des dossiers qui, pour certains, ont déjà commencé depuis plusieurs années. La population attend des résultats, hein, donc de l'État comme de la collectivité. Et donc, pour les faire avancer, le mieux c'est de les suivre au plus près, comme chacun le fait dans sa vie personnelle. Un reportage signé Maxime Morel. Et fermé depuis 2009, le Centre des Arts de Pointe-à-Pitre n'est pas prêt de rouvrir. Débuté en 2015, les travaux s'éternisent et l'on est bien loin de la date de livraison qui était prévue en décembre 2017. On est en 2020, vous aurez constaté. La faute à des politiques et des entrepreneurs visiblement peu recommandables. Et comme Hydrogec, dernière société en charge de la réhabilitation du bâtiment, a déposé le bilan, eh bien nous ne risquons pas de voir le chantier aboutir ces prochains mois. Une grande question se pose, à savoir si le budget prévisionnel de 34 millions d'euros suffira ou non. Et dans le cadre de la stratégie pauvreté, la préfecture, le département et la ville des Abîmes ont signé une convention de partenariat. Elle vise à financer la construction justement de logements sociaux dans le cadre de la rénovation urbaine, comme c'est le cas pour le secteur de Grand Camp, un peu la ville dans la ville d'ailleurs. Regardez. La signature du jour, c'était avec le département de pouvoir signer une convention qui va nous permettre de dégager des financements conjoints, département-État, pour financer des logements dans le cadre de la rénovation urbaine et de dégager 230 logements qui étaient en attente sur des loyers très sociaux, c'est-à-dire des loyers qui permettent d'être inférieurs de 20% par rapport au marché normal pour permettre à certaines familles d'accéder à ces logements qui sont le fruit de la rénovation urbaine. Aujourd'hui, c'est une belle opération et ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je continue à financer, à accompagner pour que nous ayons vraiment dans les années à venir moins de gens mal logés, moins de gens logés dans des conditions inacceptables. C'est une grande satisfaction aujourd'hui puisqu'il faut savoir quand même que dans le cadre de la rénovation urbaine, il y a quand même eu plus de 1300 familles qui ont été relogées. Aujourd'hui, on est venu sur site avec le conseil départemental, avec l'État, pour pouvoir montrer un petit peu que ce partenariat, il a été mis en place et il a porté ses fruits. Aujourd'hui, on peut être assez satisfait de savoir que notamment les opérations ont été réussies, mais que le partenariat a porté ses fruits, puisque l'aide à la pierre qui a été encadrée avec l'État, avec le conseil départemental et la ville des Abîmes, a permis quelque part de ressortir des loyers à coût beaucoup plus agréable pour les familles. C'est un projet qui dure longtemps parce qu'il est très ambitieux. Je crois qu'autour de nous, on voit le résultat et je crois que les familles sont contentes de ce résultat, mais il n'est pas terminé. Il reste encore des parties qui ont besoin d'être encore travaillées. La résidence Musotis par exemple, et puis il y a l'implantation du supermarché, mais même au-delà de ça, l'école juste derrière est aussi dans le programme de rénovation urbaine. Voilà, c'est un ensemble, c'est une globalité, à la fois dans le projet, mais aussi dans tous les acteurs qui sont investis. On avait beaucoup de représentants des Abîmes aujourd'hui parce que la commune porte ce programme de rénovation urbaine et c'est essentiel parce que c'est elle qui connaît son territoire, c'est elle qui connaît les habitants et qui donc est capable de conduire ces opérations. Et en parlant de la précarité qui est grandissante sur le département avec l'effet Covid-19, bien notez que jusqu'au 2 décembre prochain, la Banque alimentaire conduit sa collecte nationale, une collecte dématérialisée à cause de la circulation du virus. Le reportage. Alimentaire organise régulièrement, tous les ans, une collecte nationale et quelquefois locale. Celle-là, c'est la collecte nationale qui débute du 27 au 2 décembre. Et on a comme particularité cette année la Covid-19. Qui dit Covid dit geste barrière. Nous avons été contactés par la Banque alimentaire, notre partenaire depuis plus de 10 ans, afin de leur permettre de continuer leur activité de collecte de dons dans cette situation de crise que nous vivons actuellement. Ainsi, nous avons travaillé ensemble et avons mis en place ce système de collecte dématérialisée
qui permet donc à nos clients de faire des dons du montant de leur choix. Nous avons décidé de le faire de manière dématérialisée. Alors, ça consiste à, lorsque vous allez faire vos courses, au niveau de la caisse, vous choisissez de faire un don de 1, 2, 5 ou plus, en euros bien sûr. Ce don est inscrit sur votre ticket, donc vous payez la totalité de vos courses plus le don. Et cet argent, une fois que l'opération sera terminée, est reversé intégralement à la banque alimentaire. Pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas la possibilité de faire un don ou qui préfèrent faire un don avec un ticket restaurant, il y a une urne que vous voyez derrière moi qui est positionnée et qui vous permet en fait de poser un ticket restaurant dans l'urne. Je sais qu'en ce moment c'est un moment compliqué pour tout le monde, que ce soit pour les gérants d'entreprise comme moi ou pour toute la société. Donc je tenais à faire, quand j'ai entendu l'annonce, je me suis dit il faut que je puisse faire quelque chose pour que la société aussi, les gens qui sont en difficulté puissent avoir de quoi manger, de quoi survivre quoi. Parce que je sais que en ce moment avec la crise sanitaire c'est vraiment compliqué. Donc j'essaie de faire un petit geste, un petit quelque chose qui pourrait permettre à d'autres personnes de survivre. Le but du jeu, c'est toujours d'aider les gens qui ne peuvent pas, surtout en cette période, qui ne peuvent pas acheter à manger. Un sujet signé Michel Depape et Ilan Boudin. Et le fameux consortium guadeloupéen composé d'une quinzaine d'entrepreneurs dont Patrick Vialcollet et Éric Courrier, ce consortium acquiert la compagnie Corsair pour la modique somme de 297 millions d'euros. Ces derniers ont signé un protocole de conciliation avec les anciens actionnaires et l'État qui portera une contribution financière. Donc le contribuable participera à l'opération. Le plan de sauvetage devrait permettre de maintenir les quelques 1200 emplois qui sont en jeu. Et le protocole de conciliation sera présenté au tribunal de commerce de Créteil le 1er décembre prochain. Et retour maintenant sur le forum de l'éducation au développement durable au collège Matéliane de Goyave. 21 organismes ont signé en faveur d'une sensibilisation plus active à la protection de l'environnement. Le reportage. Ce forum est à destination des élèves des écoles, collèges et lycées de Guadeloupe, mais au-delà, même plus largement, grâce à la visioconférence, est ouvert à l'ensemble des écoles et établissements intéressés. Il s'agit à travers ça de sensibiliser les jeunes à la question de la biodiversité et du développement durable. Nous avons eu aussi l'occasion dans ce cadre de signer une convention de partenariat avec 21 partenaires et qui montre l'implication de chacun pour l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et je crois qu'à travers cette convention et à travers toutes les actions qui sont déjà mises en place, nous avons de très belles perspectives et cela nous permettra de sensibiliser l'ensemble de la population à cet enjeu fondamental. Très heureux effectivement que tout un chacun nous puissions porter notre contribution puisqu'il s'agit à la fois donc de profiter de la présence des enfants, que ce soit en visio mais en présentiel aussi, pour pouvoir donc que ce soit eux les vecteurs effectivement de ce développement durable et qu'ils puissent être portés justement ce message de protection et de développement durable. Et donc il s'agit pour nous, CAUE, à la fois donc d'impulser cette dynamique à travers donc des programmes qui sont les programmes WATSI et qui permettent donc aux enfants à la fois donc de prendre conscience des économies d'énergie, des économies aussi en termes d'eau, d'alimentation, etc. Et aujourd'hui, nous sommes confiants dans l'avenir et nous allons pouvoir préserver notre biodiversité. Parce que la Guadeloupe a 80% de la biodiversité mondiale. Il s'agit donc de la préserver pour que nous puissions le plus longtemps possible garder cette Guadeloupe aussi belle et aussi verdoyante et aussi impliquée dans cette biodiversité. Le 26 novembre 2014, le Gros Cas était inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, une façon de garder justement et de sauvegarder notre mémoire. Donc aujourd'hui, on célèbre, regardez. Il
Il est important de marquer l'anniversaire de cette date historique, qui est l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'était le 26 novembre 2014. Et 6 ans après, nous continuons le travail qui s'articule autour de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde inscrites au dossier d'inscription. C'était l'opportunité qui s'est présentée à nous par la proposition des deux associations Reprise et la Couvéranda. Donc en plus, cette année, nous avons le projet de faire les enfants découvrir ou redécouvrir la musique traditionnelle, les instruments de musique. Donc ça a été vraiment l'occasion idéale pour impulser l'année. Lorsqu'on est dans une école qui porte le nom d'un musicien guadeloupéen qui a fait beaucoup pour la Guadeloupe, pour la musique guadeloupéenne traditionnelle, c'est tout à fait normal pour nous de mettre en évidence, de mettre en valeur la musique et de faire en sorte que les enfants sachent au moins qui était ce grand personnage, Georges Troupé. Fondamental, c'est la transmission de ce patrimoine avec une partie de documentation, de valorisation, mais l'axe principal, c'est la transmission de ce patrimoine aux jeunes générations et on ne pouvait pas être dans un meilleur endroit aujourd'hui qu'à l'école Georges Troupé, qui est l'école éponyme de ce grand homme qui a consacré sa vie à la transmission du Gwoka et à sa valorisation. C'est un héritage nous laissé, que nous laissé par nous, alors nous venons pour transmettre aussi, c'est ça le travail à transmission, des passer ça nous laissé par nous et faire message à passer, faire les messages qui font, qui tamboula, qui car en nous, qui Gwoka et qui musique en nous. On ne peut pas dormir éveillé comme ça, on ne peut pas mort comme ça éveillé, alors il faut la guerre pour eux et c'est pour ça que nous venons dans l'école là et aller là, pour Bayou. Pour Bayou, tout ça nous n'y a partagé éveillé. Et bien tout ça à tamboula, tout ça qui a accompagné tamboula, des deux nous aurons ni chant, nous aurons et tamboula, boulala, nous aurons danse aussi, c'est ça danser. Ça veut dire nous avons un mouvement qui est pour toute la Guadeloupe prier et que nous faisons tout ça, à part danser à l'école, à part rien qui s'entend, c'est toute la Guadeloupe nous fait qui comme ça. Un reportage signé Olivier Félix. Et une bonne nouvelle justement avant de se quitter, notez que le film Mortenol du réalisateur Julien Silloret, eh bien ce film est nominé dans la catégorie court-métrage des Césars tout de même. Voilà chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus. Et ce soir, nous sommes jeudi, donc c'est jeudi anthropologie. Nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Ce sera tout de suite après la pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Otep Kemit, bonsoir à Patrice Antoine, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Georges Toussaint, bonsoir à Sylvain Berlima. Oh, Sylvain, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Check. Bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Bordé Yannick, bonsoir Yannick, j'espère que toi aussi tu vas bien et ta petite famille aussi. Bonsoir à Franck Abar, bonsoir à Hibiscus Cédrine, bonsoir à Odile Zingilé, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à qui d'autre, bonsoir aux réfugiés poétiques, bonsoir à Mikey's Sweezy, bonsoir à Madly Congrès, bonsoir à Otep Kemit qui est très remonté contre les forces de l'ordre effectivement, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout d'accord avec l'interdiction de les filmer, donc il faudra voir ce qu'on fait pour ça. En tout cas, bonsoir à Ahmed Koumba, bonsoir à qui d'autre, il y a beaucoup de monde, à Mario Joval, bonsoir à vous tous, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub avec Nusere Kalala Omotunde. On est de retour sur justement le Focus et nous sommes jeudi, donc c'est le jeudi anthropologie. Vous le savez, tous les jeudis nous parlons d'histoire noire, mais de façon scientifique pour démontrer par A plus B effectivement tout ce qui est dit sur ce plateau. Et à cet effet, nous recevons comme à l'accoutumée notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir mes très chers, bonsoir mon cher Harold. Je suis ravi d'être avec vous. Et comment vous allez ? Ça va très bien, c'est-à-dire on essaie de faire aller. C'est vrai que c'est important la notion de morale, hein, parce qu'il faut que les gens gardent le moral. Et je dirais notre particularité à Nijar, c'est d'aider ceux qui ont des entreprises à garder leur entreprise à flot.
Ah, ça ne doit pas être une mince affaire pour le coup. Disons qu'il faut faire preuve de créativité. C'est le moment. Moi, je suis toujours l'adepte de la créativité dans tout. La créativité dans l'économie. Il ne faut pas de modèle figé. Malheureusement, l'enseignement, quand on fait les grandes écoles, ce sont des modèles qui sont très figés. Or, il faut quand même de la créativité. Ça crée l'adaptabilité à certaines situations imprévues. Alors, et là, il y a beaucoup de secteurs d'activité où il y a des besoins, et c'est ce qu'on appelle aussi bien la nouvelle économie que la nouvelle approche aussi du marketing. Il faut en tenir compte. Donc vous leur permettez justement de mettre fin à toutes ces pensées limitantes ? C'est-à-dire à réfléchir différemment à leur projet. C'est vrai que, je dirais, c'est un peu leur bébé, donc ils le perçoivent d'une certaine façon, mais il ne faut pas oublier que ça peut être de la pâte à modeler aussi. On peut confectionner autre chose avec. Utiliser les outils, les moyens qu'on a, les compétences dans d'autres domaines, sur d'autres secteurs d'activité. Et ça marche très bien. Oui, et ça fonctionne très bien. Okay. Ça, c'est vraiment important, surtout que je vois, y compris au niveau de ceux qui cherchent du travail, il faut explorer des pistes nouvelles. Il ne faut pas vouloir forcément... On doit être en mode de création en ce moment ? Oui, je pense que c'est le moment de prendre la montgolfière et de prendre un peu d'air. Parce que ça ne va pas s'arranger économiquement. Disons que ce sera sportif. Ce sera très sportif. Mais ceux qui ont des facultés d'adaptation, je pense qu'ils s'en sortiront. Et les autres ? Les autres, ce sera un petit peu plus complexe. Mais c'est le moment justement de mettre en avant l'atout. C'est véritablement ce qu'on appelle la connaissance au niveau de l'histoire. Parce que ça fait que vous avez beaucoup de modèles, beaucoup de schémas quand on est nourri, je dirais, à la tradition, à la culture africaine. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, axer notre économie, voir notre économie un peu plus avec notre œil africain ? C'est-à-dire que, en fait, pour donner un exemple précis, on se rend bien compte que l'économie touristique, elle est quand même en difficulté. Clairement. Bon. Clairement. Mais la chose, c'est qu'on a tellement pensé le tourisme comme étant une activité venant de l'extérieur, qu'on a du mal à concevoir qu'à l'intérieur, on a aussi envie de faire du tourisme. Et ce discours-là, il n'est pas suffisamment instauré. Vous voyez, ça fait que quelques mois à peine qu'on entend parler de tourisme intérieur. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Parce que les familles ont des enfants, elles ont besoin d'activités pertinentes, intéressantes, enrichissantes, à faire aussi le week-end. Vous voyez ? Donc c'est pour cette raison qu'il faut proposer des alternatives aussi. D'ailleurs, les élus savent très bien que quand on a l'occasion de se rencontrer, je discute beaucoup de cela avec les élus. Et quand on me parle de moyens, je rappelle toujours qu'il faut savoir faire de la récup. D'accord ? Au bord de la route, on a beaucoup de voitures, on a beaucoup de bateaux, on a beaucoup de choses qu'on ramasse, alors que moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal et de voir comment, au niveau de la récupération, c'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire là-bas. En matière de récupération, il faut savoir que, par exemple, le mobilier urbain, toutes ces choses-là peuvent être faites, même des parcs de jeux pour enfants dans des espaces verts, tout ça peut être fait avec du matériel de récup. On n'a pas besoin d'acheter. Même les lampadaires, tout ça, c'est du luxe. Oui, mais ça, c'est notre instinct de gaspillage. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle économique qui est un modèle européen où il faut des lignes de dépenses. C'est prévisionnel. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on soit dans l'adaptation. Parce que cet argent qu'on pourrait économiser là, on pourrait l'utiliser pour faire des routes, par exemple. Parce qu'on a des trous partout. Donc ça ne convient pas du tout. Je ne vais pas forcément rajouter le fait qu'on perce la route pour faire passer un tuyau d'eau en ce moment. Exact. Bon, c'est normal qu'on le fasse, il faut bien qu'on le fasse à un moment. Puis j'espère que ça va résoudre définitivement ce problème-là. Mais néanmoins, je vois qu'au niveau de l'entretien, moi, j'ai été très surpris de voir que certaines choses avaient été construites. Quand je suis parti faire mes études, quand je suis revenu, c'était en win. Et quand je discute avec le propriétaire, je lui dis mais comment, il n'y avait pas un budget d'entretien ? Il y a quand même des matériaux. On connaît les contraintes des matériaux. On a un vent plutôt salin. On a des conditions climatiques très particulières. Donc il faut des matériaux qui ont la capacité de résister à ça. On voit que certains bétons qu'on a utilisés à une certaine époque n'ont pas tenu le choc. Et c'est valable pour les trottoirs aussi. Donc il faut revoir tout ça, il faut penser les choses différemment. Est-ce que vous pensez qu'on est frileux en termes d'investissement ? C'est-à-dire qu'on est trop figé. Et ça tient à l'enseignement. L'enseignement, les enseignants, je dirais, il y a des modèles qu'il faut appliquer. On a l'impression que c'est pratiquement des machines qu'il faut programmer. Et on oublie qu'il faut déjà motiver par le fait d'intéresser.
Le jeune a une dimension, je dirais, créative qu'il peut avoir dans sa culture. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis intervenu dans un établissement scolaire du côté donc de Petit Canal. J'ai fait des mathématiques en allant ramasser des graines et des feuilles dans la cour de récréation. Et on a fait des mathématiques avec ce qu'on a pris dans la cour de récréation. Les gens ont été très surpris de voir que, au lieu d'utiliser le livre, je vais ramasser des graines. Non, il y a tout ce qu'il faut dans une cour de récréation pour faire des maths. On n'a pas besoin du bouquin, on peut faire des divisions, des multiplications, des soustractions. Et vous me parlez de l'importance justement d'associer les différents sens, la vue au toucher. Oui, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une situation comme la nôtre aujourd'hui, si vous avez des modèles figés, vous avez l'impression d'être bloqué. Tandis que quand vous êtes dans l'engineering en permanence, vous savez réutiliser les matériaux, vous êtes dans une réflexion permanente, pour vous, il n'y a pas de situation figée. C'est ça, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans le monde noir, si vous regardez la formation des présidents, ce sont tous des littéraires, il n'y a pas de scientifiques, il n'y a pas d'économistes. Vous voyez ? C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand vous faites le bilan du chef d'État, c'était quelqu'un qui écrivait il écrivait de la littérature, il faisait des poèmes, Mais dans beaucoup de pays, c'est comme ça, vous voyez ? Et des scientifiques, des inventeurs, on n'a pas des ingénieurs. En fait. On a des rêveurs, mais c'est très surprenant. C'est-à-dire qu'avec la réalité que nous avons, des infrastructures à bâtir sans avoir forcément de quoi acheter du matériel qui coûte relativement cher, sans s'endetter, et la possibilité de faire les choses, par exemple, je prends un exemple simple, le bambou. Vous voyez ce qu'on fait avec le bambou en Asie, on fait de la construction, on n'en fait rien ici. On n'en fait rien. Et c'est quand même extraordinaire de voir qu'il y a du bambou partout. Exact. Et on pourrait mener une réflexion autour du bambou. Vous voyez, donc c'est-à-dire que la chose, c'est très surprenant. On est frileux de sauter le pas en fait. Oui, parce que peut-être que dans toute cette affaire, il y a le nous réel qui n'est pas, je dirais, en phase avec le nous artificiel. C'est-à-dire le nous artificiel qui est le nous colonisé, voilà, par rapport au nous réel qui a des racines, qui s'enracine dans la biodiversité et qui voit toujours le génie dans la nature et qui essaye de l'imiter, quoi. Je dirais c'est pas plus compliqué que ça. Mais je vois que les modèles sont très figés. Moi, c'est pour ça que je me tiens un peu en retrait parce que je vois que même lorsque je fais des cours dans des établissements Bac+2 et compagnie, les jeunes que je reçois sont déjà dans des modèles figés. Ils sont formatés depuis tout jeune en fait. Oui, il y a un formatage qui est impressionnant. Il y a un formatage qui est très impressionnant, alors qu'il faut quand même éviter ce formatage-là. Moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer des grands patrons d'entreprise à Paris, européens et autres. Justement, ce que j'appréciais, c'est ceux qui étaient dans des schémas qui n'étaient pas des schémas conventionnels. C'est pas le schéma de l'ENA ou de Versailles et son école militaire. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont quand même ces capacités d'adaptation. Vous voyez, et c'est ça qui est intéressant. C'est là où on trouve les meilleures idées. C'est quand on parle de Steve Jobs, par exemple, pour Apple, c'est impressionnant ce qu'il a fait parce que d'un côté, il y avait un modèle qui était Nokia, qui était le modèle très académique, et lui, il arrive, il défait tout et finalement, il dépasse quand même Nokia. Donc, et ça reste. Donc, je pense que nous, on a beaucoup d'atouts pour impressionner l'humanité en dehors du sport et de la musique. Mais je ne sais pas, c'est un peu comme le gros cas. Le gros cas, on peut faire des maths, on peut faire la notification de la musique, on peut faire le solfège. Mais on ne s'intéresse pas aux autres applications du gros cas. Justement, on se concentre sur la musique. Gérard Lequel a fait quand même à proposer un solfège pour le cas. On a des matériaux qui sont là. Est-ce que ces matériaux-là sont utilisés dans le cadre de la transmission ? On parle de gros cas et nombre d'or, on parle de formules type mathématiques, de mathématiques fractales. C'est pas vous qui en parlez, j'ai jamais entendu ça. C'est-à-dire que c'est très étrange, c'est-à-dire qu'on a un potentiel, mais on n'ose pas l'utiliser. Vous voyez, moi, dans mes discussions, c'est pour ça que la thématique de ce soir aussi, elle est importante. Dans mes discussions avec les enseignants, quand on a des réunions, par exemple, il y avait une étudiante qui me dit elle me dit, vous savez, monsieur Motunde, moi, je suis quand même un peu dérangé par ce que vous dites parce que je trouve que c'est un peu excessif. J'ai ce genre de retour aussi. Bon, alors je lui dis, mais écoutez, ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez développer ? Et elle me dit, vous voyez, par exemple, si l'Européen n'était pas
venu, s'il n'était pas rentré dans l'histoire, comment aurions-nous fait l'école? Parce qu'il faut savoir que le papier, le livre, tous ces matériaux que j'utilise, le crayon, le stylo, tout ça, le tableau, la craie, tout ce que j'utilise pour faire mon travail d'enseignant, c'est quand même les Occidentaux qui l'ont amené. Et je lui dis, je comprends votre point de vue, mais est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot papier? Papier vient de papyrus, et le papyrus c'est l'invention du support souple d'écriture en Afrique. Est-ce que vous savez en hiéroglyphe comment on dit le livre? Le livre se dit médiat. Est-ce que vous savez comment on dit la bibliothèque? La bibliothèque se dit permédiat. Est-ce que vous savez que l'encre noire, l'encre rouge, l'encre verte, l'encre bleue, toutes ces encres-là, c'est une invention de l'Égypte noire pharaonique? Est-ce que vous savez que les lettres de l'alphabet, le professeur Van den Broek a fait des fouilles, a trouvé les lettres de l'alphabet en Afrique, sortant des temples d'Égypte, qui est une écriture que nos ancêtres ont voulu utiliser pour des peuples qui y étaient à l'extérieur d'un système philosophique, à la fois spirituel, mais aussi de relation avec la nature. Donc ils avaient leur langue, ils avaient créé aussi d'autres langues pour les personnes. Donc c'est là où c'est très étrange, c'est-à-dire de voir que la personne, elle peut être dans l'enseignement, dans la transmission des savoirs, mais elle bloque sur les outils, c'est-à-dire est-ce qu'elle connaît l'histoire du crayon? Est-ce qu'elle connaît l'histoire du papier? Est-ce qu'elle connaît... C'est ça qui est très... Elle connaît son programme, mais pas ce qu'il y a en dehors. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire, si on utilise des matériaux, des fois, je prends longtemps avec les enfants en disant, mais vous utilisez un crayon, mais est-ce que vous connaissez l'histoire du crayon? Quelle est l'antériorité de ce crayon? Comment le crayon est arrivé dans vos mains? Il faut connaître tout ça. C'est-à-dire, on n'est pas là pour gaver des oies, mais pour créer des consciences conscientes d'elles-mêmes. Parce que l'enjeu, c'est quoi? Vous savez que celui qui roule, je ne sais pas, dans une voiture de course, ben c'est tant mieux. Mais si vous êtes dans une, je sais pas moi, une voiture genre une 2 chevaux, vous n'êtes pas obligé d'avoir un moteur de 2 chevaux. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une 2 chevaux de façade, mais parce que vous connaissez bien la mécanique, vous pouvez porter des améliorations pour faire en sorte que le moteur soit plus performant. C'est ça. Moi, je perçois les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on peut rendre le moteur plus performant, mais il faut que l'éducation soit orientée vers cette performance. Là, on est là tout simplement en train de préparer des gens qui vont aller se placer au Canada ou se placer en Europe. Est-ce que la compréhension de l'enjeu réel... moi, j'ai fait le colloque mondial des mathématiques simplement aussi, et c'est pour ça que j'ai invité M. Selbonne, c'était pour montrer qu'on peut travailler en Guadeloupe avec le monde entier sans quitter la Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, les technologies de transmission de l'information permettent de le faire. On peut avoir des cabinets d'études ou des laboratoires à travers le monde, tout en restant ici et recevoir par email les résultats. Donc il n'y a plus ce besoin de se déplacer comme avant. Et la chose, c'est que moi aussi, ce que je trouve particulièrement, je dirais, problématique aussi, et c'est la réflexion qu'on a à Nija, c'est pas parce qu'on a quitté la Guadeloupe qu'on n'a plus de lien économico-financier avec la Guadeloupe. Il faut quand même, je dirais, avoir à l'esprit que le chinois n'est pas en Chine et en Guadeloupe, mais il vend des produits chinois. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc c'est ça aussi. Donc même ceux qui sont à l'extérieur peuvent faire rayonner la Guadeloupe et on peut avoir un retour sur investissement finalement. Oui, c'est-à-dire que... implanté partout. Oui. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des contraintes partout. Il y a des forces contraires, des vents contraires partout. Mais il y a des gens qui sont enracinés dans leur culture et qui disent que nous, si on veut manger du fouillapin en gratin, point final. On va faire des lasagnes, oui, mais à partir du fouillapin. Oui. C'est-à-dire qu'il y a... Mais c'est pas la peine de vociférer ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prend cette direction, on a l'impression qu'il faut revendiquer. Mais c'est pas de la revendication. C'est vrai. C'est quelque chose de totalement naturel, quant au fond. Voyez, mais peut-être qu'on cherche une espèce de reconnaissance, finalement, dont on n'a pas besoin. Alors là, c'est peut-être aussi un défaut. C'est-à-dire qu'on est constamment dans la reconnaissance de l'autre. Et je dirais, on n'a pas à être comme ça. On n'a pas à être comme ça. C'est-à-dire, on a reçu une éducation, on avait des parents qui nous demandaient de faire bien. Donc on doit avoir ce sentiment de bien faire déjà par rapport à l'éducation qu'on a reçue, pas par rapport à celui qui est à 10 000 km, ce qu'il en pense. C'est ça aussi la chose. Regardez par exemple la problématique des vêtements. C'est impressionnant de voir que quand vous allez à Mayotte, enfin il y a beaucoup d'endroits de territoire où je vais, les gens portent des vêtements culturels, c'est-à-dire on sent qu'on est dans une présence enracinée avec une culture, avec des contextes, avec un certain nombre de choses. Ici, c'est particulier. On voit ça comme du folklore en fait. Notre tradition, en fait, on la voit comme du folklore. On nous a déconnectés. Et je pense que c'est important de comprendre que
on n'est pas là pour revendiquer, on est là pour être ce que nous sommes. Et dans ce que nous sommes, eh ben, il faut tenir compte de notre vrai génie. C'est-à-dire qu'il faut aussi, à un moment, créer nos standards et faire en sorte que nous puissions évoluer dans quelque chose qui nous ressemble un petit peu plus et qui ne soit pas que des franchises qui viennent de l'extérieur. C'est ça les enjeux. Mais est-ce qu'on peut favoriser ce type de développement sur une terre colonisée et en étant finalement toujours dans la plantation? Moi, ce que je disais aux jeunes, quand j'étais en Afrique, je leur disais, vous savez, si je prends 2 graines dans le même arbre, que je mets cette graine sur le continent africain et que je voyage, je sais pas, que je mette cette graine au Canada, la deuxième graine au Canada, les 2 arbres vont pousser. Hein. Pourtant, il y a des contraintes, il y a la gravitation, il y a l'environnement climatique, mais les 2 vont aboutir à un arbre. Parce que les 2 ont décidé d'être un arbre. C'est ça. Donc, maintenant, peu importe les conditions, franchement, quand vous avez décidé d'être, je ne vois pas qu'est-ce qui peut vous empêcher d'être ce que vous avez... c'est-à-dire, c'est parce que peut-être vous donnez à l'autre une importance tellement grande que vous avez l'impression qu'il représente quelque chose. Mais si pour vous, il ne représente pas grand-chose, vous êtes au centre de votre cercle. Non, franchement, je ne pense pas que les gesticulations de l'autre... parce que quand vous sortez quelque chose au réfrigérateur, vous êtes seul, hein, il y a le réfrigérateur et vous. Vous voyez, donc c'est-à-dire que la beauté... Moi, comme je vois l'enjeu, c'est le petit pot. C'est-à-dire, quand on fait le petit pot pour l'enfant, il faut qu'il y ait des matières premières qui soient issues de chez nous. La deuxième chose que je trouve très particulière chez nous, c'est l'affaire des sauces. C'est-à-dire qu'on a des sauces qui sont très étranges contre au fond. Les histoires de ketchup, mayonnaise et puis ces espèces de sauces qu'on met dans les bokits, je trouve ça très étrange. Parce que quand je demande à l'individu, mais c'est quoi cette sauce-là? Il y a quoi dedans? Ça vient de quoi? Je vois les difficultés que les gens ont à répondre à une question simple. Je dis, mais montrez-moi le truc, montrez-moi le pot, que je puisse voir. On ne sait pas vraiment, en fait. C'est-à-dire, quel produit chimique il y a dedans? Puisqu'on sait qu'il y a des incidences graves sur le cerveau par rapport à certains produits. C'est vrai que ce qu'on appelle les exhausteurs de goût, mais ça déglingue hein, le cerveau au niveau de son fonctionnement. Hein, on l'a vu pour l'aspartame, par exemple. Donc, c'est vrai que là-dessus, il faut créer sa dynamique. Vous voyez, il faut créer une dynamique qui a pour vocation de faire en sorte que la graine devienne un arbre. Après, il y a les perturbations. Moi, je ne suis pas... je dirais, à nier les perturbations. Voilà. C'est-à-dire c'est comme le cyclone. Hein. Il y a un cyclone, il y a un tremblement de terre, mais la nature se reconstruit parce que sa vocation, c'est la verticalité. Mais nous, nos perturbations viennent d'un autre front, on va dire. Là, c'est pas nous contre la nature, c'est nous contre un système et des personnes qui sont à l'origine d'un système. Alors peut-être qu'il faut faire système. Créer notre système. Ah ben bien sûr, peut-être qu'aussi le problème vient du fait que est-ce qu'on a vraiment constitué un système? Mais des systèmes très simples pour distribuer notre poisson, voilà, c'est ça. Mais rien n'aboutit, et quand vous regardez bien, M. Motoundé, toutes les filières, tout ce qui est fait, en fait, rien n'aboutit en Guadeloupe. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. À partir du moment où on me réunit pour me dire qu'on a créé, et que je demande, la Lune, elle monte ou elle descend, et qu'on n'est pas capable de me répondre, de répondre à cette question, tout le monde sait que dans notre tradition, on ne crée rien quand la Lune descend. Quand la Lune descend, c'est que les énergies sont contre vous. Donc vous rajoutez des difficultés dans ce que vous souhaitez faire. Il ne faut pas venir être surpris que le truc n'a pas fonctionné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est mathématique. Mais il faut avoir cette connaissance-là. Mais je vais vous dire, me réunis dans un bicaparole pour parler du pays. Je demande aux gens qui ont choisi la date, est-ce que la Lune monte ou la Lune descend? Personne n'est capable de me répondre. Après, on vient me dire que le truc n'a pas fonctionné. Mais vous savez qu'une voiture, vous n'avez pas mis d'essence, elle ne va pas démarrer. Hein. C'est-à-dire, il y a des conditions requises avant de. Nous, on veut faire. Mais est-ce qu'on a, je dirais, conceptualisé la somme des conditions requises pour pouvoir faire? C'est pas évident. Hein. Donc, on devrait créer un terreau favorable avant même de... Tous les peuples ont des systèmes de gestation. Même quand vous créez un club de foot, regardez comment ont été créés les grands clubs de foot et compagnie. C'est pas un gars qui s'est levé comme ça du jour au lendemain qui a décidé de monter ça.
Il y a beaucoup de choses, des fois il y a des alignements stellaires, il y a des phénomènes spatiaux, il y a beaucoup de choses. Mais on a du mal, on est dans une société très matérialiste, donc se fier justement à ces événements naturels. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans une grande société à Versailles et d'être très proche de la responsable de cette société, qui était une dame très fortunée, qui avait monté une grosse société dans laquelle je faisais partie. Et c'est vrai qu'on avait de vraies discussions. Et quand j'ai eu l'occasion d'aller chez elle, j'ai vu chez elle, j'ai dit mais c'est bizarre parce que il y a dans la conception de votre maison et dans son agencement et sa décoration quelque chose qui sous-tend que vous avez mené une espèce de réflexion qui n'est pas ce dont nous parlons quand nous sommes dans la société. Et c'est là qu'on a commencé à parler d'autre chose. C'est-à-dire, en vrai, c'est qui ? C'est quelqu'un qui, avant de prendre une décision, vérifie un certain nombre de paramètres. Donc ça donne l'impression que l'échec, elle ne connaît pas. C'est pas parce qu'elle ne connaît pas l'échec, c'est qu'elle a des paramètres. C'est un peu comme quand on va jardiner. On doit faire attention les gens le savent, tous les paramètres. Mais bien sûr, on sait très bien qu'il faut planter telle chose à tel moment, qu'on ne plante pas telle chose à tel moment. Les gens le savent. Donc pour les projets, c'est pas le lien. Les gens ne font pas le lien avec les projets, c'est la même chose. D'accord. Un projet, c'est le fait de mettre en terre quelque chose qui doit germer. Donc il y a des lois, il y a des fonctionnements. Attendez, passez du temps avec la communauté chinoise de la Guadeloupe, discutez avec elle, vous allez voir que c'est des choses qui sont sues. Les Européens même, des fois on en discute dans des secteurs. Les gens le savent, même pour aller à la pêche. Donc les gens savent. Il y a une réflexion culturelle arrimée à une dimension spirituelle ou ésotérique qui sous-tend beaucoup de communautés en Guadeloupe. Sauf que c'est pas dit ouvertement, c'est dit dans des discussions un peu privées, dans des choses comme ça. Mais tout le monde a son système, je dirais, de mise en action des énergies. Parce que on est un peu déconnecté en fait. Non, c'est-à-dire que le truc, c'est qu'on veut mettre en action. Vous savez, même quand vous cherchez du travail, vous mettez en action vos énergies. D'accord. Voyez ? Mais est-ce que vous avez préparé vos énergies à se mettre en action ? Voyez, parce que la première chose qui va se passer, vous allez être énervé, vous allez être tendu. Donc ça montre que vous n'êtes pas préparé en fait. Quand on est, je dirais, on va aux Jeux Olympiques, on a peut-être 6 courses à faire pour arriver en finale. Vous avez toute une préparation psychologique, une montée crescendo en énergie. Il y a toute une série de choses. Alors peut-être que on sait l'appliquer dans des domaines, et puis dans le domaine de sa propre vie, là on voit qu'il y a, en tout cas, dans la dimension de l'enseignement d'Anija, ce sont des choses que nous abordons. Voyez, c'est-à-dire que le sentiment que nous sommes arrimés à des échecs, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'il y a plus un manque de réflexion. Vous savez, quand vous démarrez une voiture, vous regardez le tableau de bord. Le tableau de bord vous dit est-ce qu'il y a de l'essence, est-ce qu'il y a de l'huile, est-ce qu'il y a ci, il y a ça. Est-ce que les gens, dans leur vie, ont un tableau de bord ? Est-ce qu'ils ont un tableau de bord dans leur projet ? Je ne parle pas de tableau de bord comptable, je parle du tableau de bord qui tout simplement permet de mettre en activité des énergies. Il y a des gens, tout le monde sait que les jours de la semaine sont arrimés à des planètes. Lundi, c'est la Lune, voilà. Donc il y a des planètes qui vous sont favorables, il y a des planètes qui vous sont défavorables. Donc je dirais, quand on crée une activité mercredi c'est Mercure. Donc il faut savoir déjà d'où viennent les jours de la semaine avant de... Est-ce que vous comprenez ce que je dis par là ? S'il n'y a pas cette réflexion-là, et qu'après les gens viennent dire oui, le truc a échoué, machin, je dis attendez, excusez-moi, mais si l'univers avait fonctionné comme vous, la Terre serait vide aujourd'hui, ce serait un désert, il n'y aurait pas la mer, il n'y aurait pas le soleil. Donc ça veut dire que l'univers même a un schéma, c'est ça le texte sacré africain, ce sont les conditions mises en œuvre par Dieu pour créer l'univers. Et faire en sorte que la vie arrive sous différentes formes avec les couleurs que nous connaissons, les climats. C'est pas arrivé en un claquement de doigts. Il y a eu des conditions. Quand on parle du Big Bang dans la tradition africaine, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a fait les fondations. On a vu quels vont être finalement les schémas de réflexion qui vont permettre de faire l'enfantement. Vous voyez, on ne met pas simplement au monde un enfant. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez une chose dessus, vous avez déjà mis au monde de l'information. Mais cette information, quelle est la nature de cette information ? Et quelle est l'incidence de cette information vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire de vos énergies, de votre corps éthérique, tout ça ?
c'est toutes ces choses-là qu'il faut quand même à un moment se poser des questions. Parce que dans ce monde-là, c'est vrai qu'on ne connaît même pas les bases, on ne connaît pas l'origine des choses, parce que vous savez, je vais vous expliquer une chose qui est très simple. Le monde noir a une belle voiture, c'est une voiture qui est très belle, mais les gens sont au bord de la route et ils font du stop. Donc les autres personnes qui passent en voiture, je ne sais pas moi, les Libanais, les Syriens, enfin tout ce que vous voulez, les Européens, ils s'arrêtent, ils vous prennent en stop, d'accord ? Et vous expliquez, je ne sais pas, la voiture... Mais tout le monde sait qu'il faut mettre de l'essence dans une voiture. Mais personne ne va vous le dire. Parce que si on vous dit qu'il faut mettre de l'essence, ça veut dire qu'on crée un concurrent sur la route. Donc, il y a de la rétention d'informations stratégiques, voyez-vous, de la rétention d'informations stratégiques, de manière à faire en sorte que ceux qui sont déjà sur le bas-côté de la route, ils restent. Maintenant, ceux qui sont sur le bas-côté de la route peuvent dire oui, c'est la faute au vert, au bleu, à l'orange, à tout ce que vous voulez. Non, il n'y a qu'un seul responsable. C'est l'ignorance. Vous comprenez l'affaire ? Le seul responsable, c'est l'ignorance. Parce que quand vous voulez mettre en mouvement, je dirais, il faut un propulseur. Vous voulez mettre en mouvement, je ne sais pas moi, un moteur ou lancer une roche, il faut bien un propulseur, non ? Donc ça veut dire que qu'est-ce qui, pour vous, représente le propulseur de vos projets ? Vous avez des projets, vous les mettez en chantier, mais c'est quoi le propulseur ? Vous ne vous êtes même pas posé cette question, après vous me dire que le projet n'a pas fonctionné. Mais c'était quoi ton propulseur ? Vous voyez ? Et qu'est-ce que tu as mis dans ta notion de propulseur ? Moi j'ai vu, juste en 2 secondes, j'ai pris des jeunes. Hein. Pendant pratiquement 6 ans, je me suis occupé minimum de 25 jeunes qui devaient passer leur examen, HEC, tout ça à Paris, parce que je trouvais que en les manageant, on pouvait avoir de meilleurs résultats aux examens. Bon, parce que ça, c'est l'INSEE qui disait oui, il y a un taux d'échec important. Ah ben, j'ai vu que le fait de les mettre dans une réflexion totalement différente, c'est impressionnant le taux de réussite qu'on a. C'est la même personne, mais elle réfléchit différemment. C'est-à-dire qu'elle a un processus de réflexion. Et là, c'est totalement différent. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec notre invité en plateau. De retour dans le jeudi anthropologie, nous sommes toujours en présence de Nusere Kalala Omotunde. On a fait un petit débrief en première partie et là on rentre dans le vif du sujet, monsieur Omotunde. Oui, totalement. Je voulais revenir en cette fin d'année notamment sur la notion d'écriture. Parce que je vois que dans la transmission des savoirs, au niveau de l'enseignement et puis au niveau de la compréhension en fait du parcours de l'humanité dans son approche et sa maîtrise de cette technique, il y a beaucoup de choses malheureusement qui sont inexactes. Il y a du faux et de l'usage de faux, il y a de l'escroquerie à tous les étages de la fusée. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de revenir là-dessus, parce qu'il y a la volonté de tromper. Ça, franchement, clairement, il y a la volonté de tromper, parce que, pourquoi ? Premièrement, lorsqu'on aborde l'histoire même de l'écriture, et on reviendra notamment avec le professeur Günther Dreyer là-dessus, qui est un Allemand, vous allez voir que les conclusions qu'il tire, alors que c'est le plus grand spécialiste allemand, sur les faits émanant des fouilles qu'il a lui-même réalisées, ne sont pas des conclusions que vous avez dans les manuels scolaires ou que vous avez dans les documentaires. Ça, c'est la première chose. Donc, entre les découvertes et le manuel, il y a eu du bidouillage. Oui, il y a du bidouillage. La deuxième chose, c'est qu'en ce qui concerne maintenant la perception de l'écrit, la notion d'écrit, il faut savoir que c'est important de pouvoir raconter une histoire apaisée. Comme dit, je dirais, l'UNESCO, c'est le fait de montrer que tous les peuples ont contribué à l'émergence de la civilisation et de la modernité, de notre modernité. Et ce qu'on voit, c'est qu'on cherche soit à minimiser l'invention africaine, soit à délocaliser l'invention africaine au Proche-Orient, ou à la passer sous silence. Carrément. Voilà, la passer sous silence. On crée des schémas, et ces schémas ne sont valables que dans le cadre de l'escroquerie. Parce qu'à partir du moment où on fait un colloque et qu'on est entre spécialistes, on voit que personne ne va à la tribune dire ni ce qui a été dit dans le documentaire, ni ce qui a été dit dans le manuel. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de l'information créée pour tromper. Et c'est ça qui est problématique. Alors, où je veux en venir ? Je veux en venir quand même déjà sur un fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écriture émanant du monde occidental. Aucune écriture n'a été inventée par l'Européen. Il n'y a aucune écriture émanant du monde occidental.
Okay. Et ça, je dirais, il y a des événements qui l'expliquent. C'est-à-dire, à cause du climat en Europe, la glaciation, ça fait que les Européens étaient des nomades. Et le souci, c'était se réchauffer et tout simplement aller à la chasse pour avoir à boire et à manger. Donc à partir de là, ce qui est de l'ordre de la réflexion intellectuelle, ils n'avaient pas le temps de le faire. Donc je ne sais pas pourquoi on cherche à déformer des faits, à inventer des montagnes d'escroqueries. À quel moment des personnes en mouvement perpétuel ont inventé quelque chose? Oui, c'est-à-dire que comme il y a la volonté de puissance, en disant oui, nous sommes à l'origine de tout. Mais Nietzsche disait attention, la volonté de puissance, elle cache aussi un vrai complexe d'infériorité. D'accord. Et que c'est une façon et je le vois bien, c'est une façon de cacher le complexe, parce que l'écriture en Europe est un fait africain. Et on ne peut pas le nier. C'est un fait africain. Je vais vous donner un exemple simple. Quand il y a eu cette écriture qui est née en Afrique, en Égypte, l'Égypte exploitait des mines, des minerais de cuivre, de turquoise à l'extérieur. Vous voyez ? Enfin, sur des frontières qui étaient hors du territoire aujourd'hui, bien qu'à l'époque c'était le territoire africain. Je prends par exemple le Sinaï, il y avait des mines de turquoise et des mines de cuivre, entre autres. Et donc, on avait des ouvriers qui venaient de Canaan, des Cananéens et d'autres régions qui exploitaient ces mines. Mais il faut bien voir que l'exploitation d'une mine, dans le cadre de l'Égypte pharaonique, c'est une institution gérée par une administration. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des comptables, il y a des gens qui font le recensement des matériaux, parce qu'il faut, vous faites des mines, il faut creuser, il faut des pioches, il faut des pelles, donc il faut du personnel formé, il faut former des équipes, il faut que les équipes se relaient, il faut donner aux gens à boire, il faut donner aux gens à manger. Donc tout ça a été géré. Et il faut faire le bilan de la journée. Donc vous ne pouvez pas faire le bilan de la journée verbalement. Donc l'Égypte a inventé pour ces ouvriers cananéens une écriture qu'on appelle le proto-sinaïtique. Mais ce proto-sinaïtique, c'est une écriture, vous voyez bien que c'est dérivé des caractères hiéroglyphiques de l'égyptien ancien. D'accord. Lorsque les Cananéens remontent à Canaan, vous savez, c'est mystérieux l'écriture, c'est-à-dire vous mettez des signes sur un support et ça garde le son. C'est ça qui est très étrange, c'est-à-dire il faut comprendre qu'à l'époque, mais on dit mais qu'est-ce que c'est? Mais les Noirs sont des dieux. Il faut savoir que on parlait du monde noir des Africains comme des dieux, des géants. Mais regardez la documentation. C'est pour ça que la notion de Dieu est restée à travers regardez, le temps. Que ce soit les Sémites, que les Européens, quand ils parlent de nous en tant que Dieu. Il dit j'ai rencontré un dieu, parce que vous savez quand vous arrivez en Afrique, vous voyez les pyramides, vous dites mais c'est quoi cette affaire? Il n'y avait pas ça ailleurs. Clairement. Les histoires de ziggourats de Mésopotamie, c'est une escroquerie intellectuelle. On vous montre des trucs reconstruits par l'armée américaine en plein désert comme si c'était des choses. Enfin bref. Toujours est-il que ce qui est... Non mais c'est vrai, c'est-à-dire... Ah non mais clairement. Pendant que l'armée est là et reconstruit les trucs, et on vous fait croire que c'est un document d'époque. Donc il faut quand même être un peu sérieux. On vous montre, regardez, la Mésopotamie, on vous montre sur dessin des bâtiments, des dessins, des peintures. Tandis que pour l'Afrique, on vous montre des bâtiments. Vous avez les pyramides, c'est pas des dessins de pyramides. On vous montre la vraie pyramide avec la vraie roche qui a été posée depuis des milliers d'années. Vous êtes dans des temples, c'est pas des petits schémas en imagerie 3D qu'on fait pour la Mésopotamie. Je parle quand même de choses sérieuses. Est-ce que vous voyez? Parce qu'après on peut fumer et inventer tout ce qu'on veut à Babylone, jardins suspendus, tout ça. Mais moi quand je parle de mes jardins suspendus, je montre les jardins suspendus, c'est-à-dire je montre le dossier. Preuve à l'appui. Il suffit de faire des fouilles, c'est là. Bon, donc à partir de ce moment-là, cette écriture va permettre d'obtenir l'araméen, l'hébreu, l'indien, donc les caractères d'Inde qui sont passés par Sumer et compagnie. C'est ça qui va donner, je dirais, toutes ces écritures jusqu'à la tradition européenne de l'écriture, à savoir le grec et le latin. Mais regardez une chose, pour bien comprendre le truc. Quand je dis alpha, qui est la première lettre, qui est le A, ça désigne le Aleph. Aleph, c'est le bœuf. D'accord? Beth, c'est la maison. Mais vous savez que quand je dis, pour la Grèce antique, alpha, ça ne veut rien dire du tout. Bêta, ça ne veut rien dire du tout. C'est pour ça que les enfants disent gros bêta. Gros bêta comme si tu es un idiot. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que dans la tradition sémitique, Aleph désigne un bœuf, Beth désigne une maison. Quand vous mettez alpha, bêta dans le monde grec, ça ne veut rien dire. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc après on va dire alpha, est-ce que vous m'entendez alpha? C'est-à-dire on va le faire servir à quelque chose puisqu'il est là. Il faut bien l'occuper. Il doit avoir une utilité. Oui, mais c'est pour vous montrer que à partir de ce moment-là, vous comprenez bien que du bricolage. celui qui veut élaborer une thèse de l'apparition de l'écriture en Europe, il faut déjà expliquer alpha, ça veut dire quoi?
Vous êtes incapable de l'expliquer, vous êtes en train de raconter aux gens des histoires. Vous voyez? Donc la chose, c'est qu'il y avait des Noirs qui vivaient en Europe. Et ces Noirs ont reçu des Noirs donc, qui étaient de l'Égypte, parce que Cadmos et sa filière et son père Agénor, tout ça, c'était des Égyptiens de naissance qui étaient là pour administrer le territoire de Canaan. Et c'est de là que cette écriture va arriver en Europe. Vous voyez? Donc il faut le comprendre. Si on peut voir le premier document du professeur Obenga, c'est ce qu'il explique très simplement. Voyez, mais ça, il faut le comprendre. Alors Jordan, on part pour le premier document. Voilà le premier document du professeur Obenga quand il parle de l'apparition de l'écriture en Europe. Les peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien inventé, strictement rien, qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé. Ce qu'on appelle invention scientifique, mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Si c'est l'écriture, bon, on dit quand même l'écriture grecque, le grec est écrit. Mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha, c'est pour Aleph, sémitique. Bêta, c'est pour bête, sémitique, veut dire maison. Gamma, c'est guimel, etc. Delta, c'est Dalé, etc. Les Grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, on peut s'arrêter. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec, les Grecs. Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec est une invention autochtone des Grecs. Non, ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça des Phéniciens. Et les Phéniciens eux-mêmes de l'Égypte antique. Ils le reconnaissent, même les Phéniciens. Même si aujourd'hui on y... Ils n'ont pas inventé donc l'écriture, c'est important. Ils n'ont pas inventé l'écriture. Ils n'ont pas inventé même ce qu'on appelle la philosophie grecque. Parce que même le mot philosophie, il y a deux composantes là. Philo et puis Sophie, Sophia, la sagesse. Philosophe, le zoph là. C'est un mot composé. Mais dans les deux cas, la langue grecque, la langue indo-européenne n'explique pas le mot philo. Ce n'est pas une racine grecque, indo-européenne même. Et Sophia, ce n'est pas une racine grecque. C'est un mot étranger dans la langue grecque. C'est formel. Tous les dictionnaires étymologiques vous le diront. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est que ce mot peut venir d'où? Moi, je crois qu'il vient de l'Égypte. Parce qu'enseigner en Égypte se dit à peu près de la même chose que c'est beau, c'est bas, etc. Il suffit que le B devienne le feu, ce qui est très courant. Donc on a la philosophie. Enfin bref, même le mot philosophie n'est pas un mot grec, n'est pas un mot d'origine grecque. Regardez les dictionnaires d'étymologie de Chantrel, c'est clair, c'est dit comme ça. C'est pas un mot. Même la philosophie, alors que tout le monde croit que la philosophie est grecque. Ils ont philosophé, bien philosophé, mais le mot philosophie, dans ces deux parties, n'est pas un mot grec. Et oui, c'est pas un mot grec. Donc, quelle est l'importance de tout cela? Parce que, vous savez, il faut comprendre les choses, d'accord? Lorsque l'Afrique transmet les éléments de l'écriture dans le Sinaï, dans le cadre de l'exploitation de ces mines, ça va donner naissance à une écriture qu'on appelle le proto-sinaïtique. Cette écriture, c'est l'arrière-grand-père des écritures que vous allez voir apparaître après, l'araméen, l'hébreu et compagnie. D'accord? On est d'accord. Cette période se situe aux alentours de moins 1500, moins 1400. Et vous avez un gars qui vous dit sérieusement que Moïse monte au sommet d'une montagne en 1400, il reçoit les 10 commandements et nous sommes à l'arrière-grand-père de l'écriture qui va donner après donc le cananéen, qui va donner l'araméen, qui va donner l'hébreu. Mais tu dis au gars, mais mon gars, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fumé, mais en tout cas, tu n'es pas à jeun. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que comment voulez-vous vous faire respecter dans le monde dans lequel nous sommes lorsque vous pensez sérieusement qu'en 1400, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse dans une écriture qui n'existait pas? Vous comprenez? Parce que là, ça veut dire que tu es un abruti. Parce qu'il faut savoir que toute écriture est rattachée à une date, est rattachée à un processus d'apparition, est rattachée à des supports. Et on sait qu'à cette époque-là, nous sommes à l'arrière-grand-père. Il y a le père, et après il y aura les enfants.
Donc si on parle d'une écriture qui a été faite par l'enfant, elle ne peut pas apparaître quand on a l'arrière-grand-père, depuis qu'on a vu des choses pareilles. Vous voyez, et c'est là où se situe la problématique de cette espèce de bouillabaisse intellectuelle dans laquelle on entretient le monde noir, pour ne pas que les gens se rendent compte qu'en fait on leur raconte n'importe quoi. Vous comprenez? Jusqu'à dire que c'est atteint l'hébreu carré. L'hébreu carré est une langue, une écriture apparue après l'ère chrétienne. Hein. Après l'ère chrétienne? Mais bien sûr. D'accord. C'est comme si vous inventez sur un ordinateur une écriture. Donc vous ne pouvez même pas comparer cette écriture qui est relativement récente, donc de l'ère chrétienne, avec une écriture qui remonte à 3000 ans. Hein, vous ne pouvez pas comparer l'hébreu carré à l'égyptien ancien, qui est une écriture qui remonte au 4e, 5e millénaire. Vous comprenez ce que Dieu parle là? Donc tout ça, je dirais, ça profite à la confusion, mais ça montre bien que ça fonctionne parce que les gens ne sont pas cultivés. Ce n'est pas un problème de croyance, non, il y a un problème d'inculture. Il y a peut-être un problème de culture, mais quand l'histoire est falsifiée, M. Moutoundé, même si on acquiert de la connaissance... Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même le fait de pouvoir revenir sur... Vous savez, moi, j'étais à l'école jusqu'à la terminale. Mais je me suis dit que de la maternelle jusqu'à la terminale, je vais revoir tout ce qu'on m'a appris pour voir si c'est vrai. Hein. Moi, je ne suis pas une noire. Vous avez un esprit particulier. Ah non, j'ai dit attention. Oui, j'ai eu une note. J'ai peut-être eu 18 ou 14 à tel moment parce que c'était la bonne réponse du moment. Mais est-ce que c'est la vraie réponse? C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas une question de bonne, c'est de vraie réponse. Et là, on voit que l'écriture et sa méconnaissance au niveau de son débat chronologique permet d'entretenir en fait des mythes qui n'ont ni queue ni tête. Donc vous voyez que la possibilité qu'il soit monté au sommet de Mont, recevoir une écriture que personne ne comprend, qui n'existait même pas, c'est que ce fait n'a jamais existé en fait quand on simplement. C'est de la romance historique qui est utilisée, je dirais tout simplement pour mener les gens en bateau. Heureusement qu'il y a la datation carbone 14 qui c'est-à-dire que là, tout le monde d'accord. Hein. Là, la problématique de fond, c'est que c'est impossible. Vous voyez, puisqu'on est à l'arrière-grand-père, on n'est pas à l'enfant. Donc il faut comprendre ça. Bon. Maintenant, la deuxième chose qui est problématique dans cette affaire, vous voyez que ça mène très loin, c'est l'effet de l'écriture sumérienne. Vous savez que si vous cherchez Sumer dans les écrits des auteurs de l'Antiquité, c'est une civilisation qui est inconnue. Vous voyez? C'est-à-dire, vous avez un auteur qui s'appelle Orésie qui a écrit l'Iran, un puzzle. Lui a voulu faire un chapitre sur l'antériorité de la civilisation de Sumer, puisqu'il est perse. Donc il a commencé à chercher dans Hérodote, Diodore de Sicile, tous les Cathées d'Abder, enfin tous les auteurs anciens, l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il se rend compte? Il se rend compte que c'est une civilisation qui n'a aucune mention. Si elle n'a aucune mention, c'est que soit elle n'existait pas, soit elle avait un autre nom. Et l'autre nom, c'est ce qu'on appelle les Élamites. Les Élamites. Et les Élamites, Sumériens étaient des Élamites. Et Hérodote maintenant a parlé des Élamites en disant que c'était des Noirs, ce qu'on appelle les Couchites. Mais il y avait aussi parmi les Élamites des Noirs à cheveux lisses. Vous comprenez? Ça veut dire c'est ceux-là aussi avec le groupe est parti pour fonder Mohenjo-Daro et Harappa au niveau de l'Inde jusqu'à fonder les civilisations au Japon. Est-ce que c'est vrai justement, M. Moutoundé, qu'à l'époque, les Noirs avaient tous les attributs physiques qui sont constatables aujourd'hui, c'est-à-dire les cheveux lisses, des yeux clairs. Oui, non, mais c'est-à-dire que moi c'est pas de ma faute si on ne montre pas aux gens la vérité. Hein. Aujourd'hui, vous avez des individus qui sont fortement métissés. Et pourtant, ils n'ont jamais eu de contact avec les Européens. C'est parce qu'ils étaient montés vers les latitudes du Caucase et en raison, donc ils avaient déjà subi la mutation, c'est-à-dire ils commençaient déjà à devenir blonds. Donc ils sont devenus blonds, en tout cas au niveau de la morphologie. Et quand ils sont redescendus en Mélanésie, ils sont redevenus noirs, mais ils ont gardé le phénotype européen. Donc c'est pour ça que vous avez des Noirs qui mettent au monde un enfant blond, mais qui est noir mais blond, c'est-à-dire avec les cheveux blonds, les traits de blond, mais il est noir. Mais dans les documentaires, on vous parle de l'humanité, on fait des débats sur le génome, tout ça, on ne vous les montre jamais. On ne vous montre pas les Asiatiques aux cheveux crépus qui portent des locks. On ne vous montre pas les Japonais. Oui, j'ai vu une photo, j'étais choqué. Mais bien sûr. Et pourtant, les Européens, dans les années 1800-1900, ils faisaient des photographies en noir et blanc de ces gens qui étaient des autochtones. Tout le monde sait que les plus anciens habitants de l'Inde, ce sont des Noirs. Les Jarawa notamment aussi qui sont dans le sud, les aborigènes qui sont en Australie. Enfin, je dirais, la chose c'est que le processus de différenciation, c'est pas quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts, ça a pris du temps. Et que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des humanités bloquées entre les deux.
Mais comme on est là pour diviser l'humanité, eh bien on ne montre pas ceux qui sont entre les deux. Et on ne peut pas les qualifier de métis. Puisqu'il n'y a pas eu Ils ne sont pas issus d'un mixité. Non, il n'y a pas eu de mixité au niveau papa-maman. C'est-à-dire vous avez des Noirs qui vont mettre au monde un enfant qui est totalement asiatique, avec des traits asiatiques, des yeux bridés et compagnie, mais qui aura des cheveux crépus. C'est-à-dire c'est des choses qui arrivent jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, on ne vous montre pas aussi au niveau des Indiens d'Amérique, c'est noir. Ces Indiens noirs, c'est des choses que vous voyez dans des documentaires qui remontent à très longtemps, noir et blanc, machin, mais qu'on ne veut pas montrer aux heures de grande écoute, parce qu'on veut véritablement créer le cloisonnement. Toujours est-il que Sumer est une escroquerie intellectuelle. Ça, il faut le dire clairement. Ceux qui écrivent la civilisation est née à Sumer, c'est faux. Ensuite, ceux qui veulent faire croire que l'écriture est née en Mésopotamie, c'est faux. Parce qu'en Mésopotamie, il y a deux choses. Il y a les calculi, qui sont des systèmes de calcul où on va notifier des quantités. Mais si on considère que la quantité notifiée vaut pour écriture, il faut remonter à l'os de les Mombo. Les Mombo, c'est Swaziland, on est à moins 40 000 ans en Afrique. Ensuite, en 3300 Uruk, ce sont des pictogrammes. Le pictogramme ne retient pas le son. Le pictogramme, c'est l'information, il y a un dessin qui dit c'est les toilettes, mais tout le monde peut dire dans sa langue ce sont les toilettes. Mais vous n'avez pas le son utilisé par ce peuple-là quand il nommait les toilettes à l'époque. Ce que faisait déjà l'Afrique. Et c'est ça que Gunther Greyer montre. Gunther Greyer montre que le symbole sur le support en Afrique capte le son. On a déjà des syllabes, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une histoire très avancée de l'écriture. Ce ne sont plus des pictogrammes. Hein ? Quand on commence à voir la littérature, parce que le cunéiforme est une invention du monde noir, les gens rigolent, mais le cunéiforme restera et est une invention du monde noir. Parce que tous les peuples après les Akkadiens, les Babyloniens, les Hittites, tout ce que vous voulez, ils vont reprendre non seulement le corpus théologique de ces Noirs élamites, parce que tout le corpus théologique vient de là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La tradition matriarcale est devenue patriarcale, c'est normal, puisque Sargon d'Akkad, c'est les Sémites qui, à cette époque, en 2200, vont prendre le pas en Mésopotamie. L'apparition de l'esclavage, le fait de voler le bétail et la terre d'autrui, qui n'existait pas dans les traditions agraires et pastorales, c'était quelque chose de totalement de nouveau. C'est-à-dire que la violence, elle est arrivée là. Et la violence, elle est arrivée aussi sur les femmes. Parce qu'il faut savoir que partout, c'était des femmes qui étaient l'égale de l'homme dans toutes les sociétés. Les plus anciennes statuettes humaines sont que des femmes. Pendant ce qu'on appelle des empires, mais bien empires sûr, immenses. Mais il y arrivait, je dirais, des envahisseurs venus du Caucase qui étaient patriarcaux et qui ont écrasé les civilisations, même en Europe, les civilisations matriarcales ont été écrasées. Et aujourd'hui, on a une espèce de globi-bulgare qui est en train de se construire autour d'une femme qui n'est pas féminine. C'est-à-dire qu'il faut voir que les femmes qu'on nous présente dans les médias, même les femmes en politique ou dans les films, ce ne sont pas des femmes féminines, quoi. Soit elles sont des adeptes d'arts martiaux, soit elles s'habillent comme des hommes. Enfin, c'est très étrange ce qui est en train de se passer. Et ça aussi, c'est de la violence faite aux femmes. Parce qu'on on parlait justement de attendez, déjà, on empêche aux femmes d'être des femmes. Vous voyez, c'est ça, on voit bien que... que maintenant, elles veulent s'identifier aux hommes oui, parce et ressembler... Il y a une espèce on met les gens un peu mal à l'aise à aller à l'Assemblée nationale avec une robe. On a vu Sibeth Ndiaye, qui était très féminine dans son approche, comment elle était critiquée et pas suffisamment défendue, parce qu'elle a essayé de garder son côté femme, son côté féminin. Donc il y a aussi, à ce niveau-là, un certain nombre de choses qui montrent que les curseurs, parce qu'ils ont été déplacés pour servir les intérêts du colonialisme, ça fait que les analyses après sont faussées. Merci beaucoup Nusere Kalala Omotunde pour ce nouveau cours. On a passé un bon moment en votre compagnie, chers téléspectateurs. J'espère que vous aussi. Jeudi anthropologie la semaine prochaine, vous êtes... On y va. Ok, mais très bien. La suite du jeudi anthropologie, ce sera la semaine prochaine. Jusqu'à la fin de l'année, on espère continuer à vous recevoir. Et si vous pouvez nous préparer des petites thématiques qui vont coller avec les fêtes de fin d'année. Totalement. On va attaquer. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Omotunde. Chers téléspectateurs, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau jeudi anthropologie, toujours avec Nusere Kalala Omotunde. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous. Bye bye.